J'aimerais peut-être revenir un peu sur la notion d'imaginaire. Quand tu parlais de combler des tâches aveugles, c'est un peu comme, ça joue un peu le rapport interstice-interface, c'est-à-dire on a un mécanisme qui nous permet de remplir les vides, notamment la fiction. Combien d'histoires qui nous laissent dans un genre de... L'histoire scientifique nous laisse souvent sur notre faim. On ne comprend pas les intentions. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le fameux bunker de Hitler, mais il y a plein de gens qui ont imaginé qu'est-ce qui s'est passé. Ils nous donnent une expérience hypothétique de ce qui s'est passé. Et l'imaginaire, je pense que les artistes, notre rôle, c'est vraiment de combler des lacunes comme ça, des lacunes qui nous permettent de faire un monde plus lisse, où on comprend, on peut, ce qui devient raboté, on peut remplir, puis finalement, on voit le lien entre différentes choses. On a besoin de ça, je pense, même si c'est faux. À la limite, la fiction aurait quelque chose, une fonction, moi, je pense, cognitive aussi importante que la connaissance scientifique. Parce que, justement, la science n'a pas d'impact. Si on n'arrive pas à faire le lien entre différentes choses, on n'arrive pas à adhérer. Pourquoi les scientifiques nous disent la vérité, puis le monde ne change pas? Par exemple, pourquoi un des problèmes fondamentaux, on a eu le FQRSI a fait un grand débat là-dessus, pourquoi les gens aiment mieux croire que ce qu'ils lisent dans Facebook ou dans les médias sociaux? Pourquoi les gens croient que les vaccins donnent certaines maladies quand c'est prouvé que c'est pas vrai? Parce qu'ils ont trop entendu le contraire. Et les gens ne croient pas à l'autorité. Donc, les gens se disent, si c'est quelqu'un qui me le dit, si c'est mon ami qui me le dit, c'est plus vrai que si c'est un scientifique. C'est un grand problème. Et je pense qu'un des problèmes de la science, c'est qu'ils refusent de voir dans l'art un moyen de transmettre et de faire intégrer la connaissance. On voit l'art comme une divagation périphérique à la vraie connaissance, tandis que je pense que les artistes, on pourrait vraiment jouer un rôle pour intégrer ces connaissances-là dans la culture, pour que ça soit, disons, partageable et que les gens puissent dire, parce que je suis passé par un espace intermédiaire qui est l'art, je puisse atteindre vraiment d'autres types de connaissances. Et de voir l'art comme un lieu interdisciplinaire où différents types de connaissances peuvent prendre forme dans une structure imaginaire. Que ça puisse s'incarner dans une structure imaginaire qui fait qu'on puisse agir avec la connaissance et non pas qu'on les ignore parce qu'on ne peut pas les voir en action. Il y a une de mes étudiants qui me dit « Ah, moi, je suis anarchiste, puis je veux qu'on représente la résistance. » Je me dis « Est-ce que tu peux représenter l'anarchie, le monde après l'anarchie? » Parce qu'on ne le voit jamais. On voit les actes de résistance anarchistes qui résistent, qui veulent détruire le système actuellement, mais pourquoi on irait dans un autre monde si on ne peut pas le voir? Je veux dire, est-ce que ça ne serait pas un modèle de créer l'imaginaire anarchiste, c'est-à-dire ce fameux monde qu'on aurait après, est-ce qu'on peut le voir? Est-ce que tu peux nous aider à le voir? Et c'est intéressant parce que tu me montres quelqu'un qui va poser des bombes, qui a des grenades pour dire qu'il faut détruire, mais si tout le monde ne veut pas voir ça, il faut que tu lui promettes un monde meilleur. Lui, il faut le voir. Il faut vraiment le voir. Il ne faut pas juste en parler, il faut le voir. Et c'est ça que les capitalistes réussissent à faire très bien. On réussit à nous faire croire que la consommation va régler tous nos problèmes parce que boire du Pepsi rend amoureux, ou du Coke nous rend libres. Mais c'est parce qu'ils ont réussi à comprendre que l'imaginaire allait nous faire bouger, allait nous faire prendre des comportements corporels comme ingérer des substances. C'est là qu'on parlerait d'induire des capacités affectives sous forme d'images comme ça. Effectivement, ça irait tout à fait dans le sens de ce que tu dis. Là. Mais les scientifiques pensent qu'on est quand même inutile pour eux. On pourrait être très utile dans cette maillage entre la culture et la connaissance scientifique. Ce n'est pas encore évident. On parle beaucoup d'interdisciplinarité à l'université, mais très peu de monde l'applique parce qu'elle n'est pas rentable au niveau carrière. Quelqu'un qui est interdisciplinaire, il prend un grand risque d'être à moitié chercheur dans un domaine puis à moitié chercheur dans l'autre, de ne pas pouvoir exceller dans ni un ni l'autre. Et la relation qu'il fait, il n'y a pas de domaine qui est là pour la prouver. Donc, même si la relation est super intéressante, il n'y a pas de réseau de recherche qui va en tirer profit et qui va le valoriser. Donc, c'est quand même difficile, puis plus difficile qu'on le pense. Imaginez qu'on met les arts là-dedans, c'est encore une interdisciplinarité qui est encore plus difficile à digérer pour le système de la recherche. Moi, j'ai quelques questions. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient des questions? Il y en aurait peut-être une, oui. Ça s'adresse à monsieur ici. C'est pourquoi
ça, dans le fond, ma question, c'est pourquoi on a cette tendance-là à compléter par de l'imaginaire qui est virtuel? C'est vrai que j'ai peut-être utilisé le mot « compléter », mais ça ne serait peut-être pas un bon mot. C'est en continu, ça se fait. C'est-à-dire que toutes ces données visuelles, elles sont nécessairement traitées. Par contre, on y ajoute toutes sortes de capacités. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que, et ça, c'est... le docteur Rama, lui, il s'établit sur des témoignages. Donc, il rapporte uniquement ce qu'il voit et il en tire certaines conséquences et certains effets. Et ce qu'il en tire comme effet, c'est qu'il dit, finalement, dans ce que je vois et ce qu'on est en train de me dire, moi, je suis capable de penser maintenant que, finalement, les données perceptuelles optiques, il n'y a pas que ça qui joue dans notre perception. Et ça, c'est véritablement laissé au sens de l'expérience, d'un point de vue expérimental, je le vois là, à travers toutes sortes de témoignages. Ça permet de comprendre aussi comment on les ordonne, ces données visuelles-là, sinon on serait dans une espèce de gribouillis de formes et de couleurs. Hein. Donc, il y a une stabilisation. Le docteur Ramachandran parle, lui, de stabilité, une certaine forme de stabilité du monde et des données. Et cette stabilité-là vient dans une expérience interactive avec ces données-là, entre le sujet, sa mémoire, ce qu'il a retenu, ce que les images antérieures ont produites en lui, et il les rejoue constamment à chaque fois qu'il est devant des données visuelles. Donc, autrement dit, on ne pourrait jamais se retrouver, comment je pourrais dire, entièrement nu devant des données visuelles. On ne peut pas revenir à une expérience de l'enfant naissant devant la première image, par exemple. C'est impossible. Et c'est un flux continu comme ça qui fait intervenir. Qu'est-ce qui met de l'ordre? Les données sensorimotrices. Deleuze a fait un beau travail sur le cinéma pour montrer à quel point le premier cinéma, jusqu'à peu près le néoréalisme italien, travaillait avec des données sensorimotrices, c'est-à-dire essayait justement pas de briser ce schème sensorimoteur, c'est-à-dire quand on avance, on ne recule pas, quand on saute, on monte. Hein, ce sont des données, des coordonnées comme ça. Le cinéma s'est mis tranquillement avec des expériences avant-gardistes à briser ces schèmes sensorimoteurs et c'est ce qui crée, ça crée des effets, bien entendu. Donc, c'est ces ajouts-là qui sont pas, c'est pas un déni de ce qu'on perçoit immédiatement, c'est juste, comment je pourrais dire, une expérience plus totalisante hein, de cette expérience de captation des images. Et cette idée, j'aime bien dire que les images sont parmi nous plutôt qu'en nous. J'aime bien cette idée, hein, que les images se construisent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et que c'est complètement dans cette interaction. Et là-dessus, ils sont très clairs. Beaucoup d'idées là-dessus sont très, très claires. Garder une espèce de stabilité. Oui, mais on peut jouer avec ça en art, justement. On peut briser ces schèmes. Ces scénarios communs, on peut les briser. C'est là que le docteur Rama est très drôle. Il fait un peu dans l'art pour un neurologue. Pas qu'il s'amuse, mais évidemment, les cas les plus intéressants, ce ne sont pas ceux qui sont capables de rendre cohérent la vision perceptuelle. C'est évidemment les aberrations, c'est les hallucinations. Là. C'est ce qui l'intéresse le plus, bien entendu, parce que ça vient justement briser cette stabilité ou cette homogénéité créée par... Voilà. Un petit peu dans la suite de cette idée-là, plus spécifiquement pour les deux artistes, jusqu'à quel point l'utilisation, justement, quand consciemment on fait un choix d'utiliser la technologie dans la production, est-ce que ensuite la réception, quand vous diffusez vos œuvres dans des endroits différents, voire des pays, des cultures différentes, est-ce que c'est important pour l'artiste, que c'est quelque chose que vous tenez en compte dans votre production, la réaction, le type de réceptivité
de l'œuvre après coup? Parce que l'œuvre, souvent, ce qui est intéressant avec le numérique, c'est justement d'avoir une certaine interaction, mais encore là, l'artiste n'est pas nécessairement là tout le temps. Alors, comment est-ce que le retour des spectateurs nourrit ce que vous allez faire par la suite, par exemple? Et est-ce que c'est une considération importante ou jusqu'à quel point? Mais en art interactif, on ne documente pas juste l'œuvre, on documente le public. C'est ça. Samuel Bianchini, qui est un prof à l'École nationale supérieure d'art décoratif, il a fait un catalogue, pas de ses œuvres, de ses publics. Il a photographié tous ses publics pendant plusieurs expositions et le catalogue, on voit juste la face des gens, regarder l'œuvre. Et je trouve que c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'il a compris que, je disais tantôt, c'est le sujet à l'œuvre qui est important. Donc lui, il l'a vraiment montré. Et là, on est dans un autre rapport à l'œuvre où ce n'est pas un objet qui est séparé, mais qui nécessairement est en relation, fait partie d'un système. Le spectateur, il ne représente pas nécessairement juste une personne, il représente un système de croyances aussi. Par exemple, aussi banal que comment les gens réagissent à travers le monde avec leur téléphone cellulaire. En Australie, ça coûte très cher faire un appel. Les gens ne vont pas appeler tellement parce qu'ils réfléchissent beaucoup avant de téléphoner. Il y a aussi beaucoup de fraude en Australie avec des numéros spéciaux comme, je ne sais plus, c'est 9691, je trouve ici. Et donc, ils ne veulent pas vraiment téléphoner pour ne pas se faire arnaquer. En Corée, tout se passe par le téléphone. Puis les iPhones qu'on a actuellement, ils existent depuis longtemps là-bas. Je veux dire, ils ont une autre culture du téléphone. Ils sont souvent 5 ans d'avance sur nous. Mais eux, c'est au contraire, tout le monde appelait en même temps. Je veux dire, il y avait près 1000 personnes qui, dès que tu disais « go », paf, tout le monde était prêt à interagir. Et tout le monde croyait qu'il était en interaction, puis c'était complètement le contraire. Mais ça, tu le découvres. Tu ne peux pas dire « ah, moi, je vais faire une œuvre pour le public coréen, il faut que tu vives là pour le comprendre. » Donc, en se déplaçant, on voit que c'est comme au théâtre, à la musique, tu fais un show dans un monde. Les gens vont réagir à tel endroit, puis pas à tel endroit. Tu le découvres en le faisant. Mais j'aimerais qu'on ne parle pas juste de technologie, parce que moi, j'enseigne à des peintres, puis il y a la technologie de la peinture, il y a la technologie de la gravure. Si on travaille avec des ordinateurs ou avec l'information, c'est plus avec l'information qu'on travaille qu'avec le numérique. Le numérique, c'est juste, ça nous ramène toujours, comme je disais, un sculpteur, tu travailles avec l'atomique. Il ne va jamais te dire « je travaille avec l'atomique ». Hein, il est dans un autre niveau d'appréhension. Puis je pense que c'est important de dire, mais pourquoi on passe par ça? Parce que je ne peux pas travailler avec le souffle, nécessairement avec une peinture. Je n'arrive pas à imaginer comment le souffle ou le toucher pourrait influencer. Je ne suis pas devenu artiste numérique parce que je voulais faire du numérique. Je voulais toucher une image, puis que l'image puisse faire quelque chose avec mon toucher. Et il fallait que je passe par là pour le faire. Parce que je n'ai pas vu la possibilité ailleurs. Mais si j'avais voulu travailler avec, un peu comme je sais pas, Richard Serra, qui dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est la gravité. Puis il faut que je fasse des sculptures qui pèsent plusieurs tonnes pour sentir que je suis en rapport avec la gravité. Mais il va passer par la métallurgie industrielle. Tu vois, il faut pas trop mettre la technologie comme l'objectif. Encore une fois, c'est une interface vers un désir de faire quelque chose, d'établir un contact. Il me semble qu'il y a un élément dans le numérique pas négatif, mais le risque de combat avec la machine qui n'était pas là avec le mouvement, la toile. Est-ce que c'est possible que ça, on en entend parler éventuellement, l'ordinateur prenne la place? Mais tu penses vraiment qu'il n'y a pas de combat avec les autres matériaux? Parce que le philosophe Alain, au 19e siècle, il dit essentiellement, un artiste, il se bat contre une matière. Il se bat contre de la pierre. Il se bat contre de l'huile avec du pigment. Puis ce combat-là, peut-être, on a peut-être fait trop de ces médiums-là des médiums de liberté. OK? C'est je me libère, je fais ce que je veux avec la peinture. Non, mais tu as l'impression de posséder. Mais il y a des gens qui possèdent l'informatique. Quand tu parlais tantôt, Caroline. elle disait, au fur et à mesure que j'avance, j'ai beau posséder mon outil, j'avance, il y a toujours quelque chose qui vient que je suis dans l'inconnu. Mais un informaticien, lui, c'est son médium. Il va faire du code intuitivement comme un peintre va faire une tâche intuitivement. Il va avoir des intuitions de processus qui vont apparaître, puis il va le coder sans nécessairement penser qu'il est en train d'écrire des lignes, puis dire « if, then, else ». Il est dans un flux de conscience qui est l'équivalent d'un peintre. Ce qu'on fait actuellement, c'est des artistes touristes dans la technologie. Moi, j'en suis un. Moi, j'en ai fait un peu,
Mais la technologie a avancé comme ça pendant que moi j'avançais comme ça. OK? Donc, si je veux aller aussi loin que je veux, ça me prend quelqu'un qui est un ingénieur en informatique, parce que lui, il va faire en une semaine, parce que moi, ça me prendrait 1 an, parce que depuis l'année passée, toutes les technologies ont changé. Il faut que tu recommences. C'est pas évident si tu veux aller à un certain niveau. Et ces gens-là, c'est des gens qui sont capables d'avoir des intuitions de processus, pas juste de codage. Ils voient des processus, des systèmes, parce qu'ils ils voient les fluidités d'informations que moi, j'arrive pas à voir. Sauf que eux, la sensualité puis le rapport culturel à ces systèmes-là, ils ne voient pas du tout. Je commence toujours avec un ingénieur, je me dis, mais pourquoi tu veux faire ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui est pas intéressant faire ça? Mais quand il embarque dans le projet, à la fin, il a compris quelque chose sur les processus que je l'ai forcé à faire. Et là, il a ouvert une porte. Puis à la fin, il comprend mieux pourquoi je voulais faire cette chose-là inutile à son point de vue, à lui. Tu comprends? Mais je connais assez l'informatique pour pouvoir dialoguer avec lui, puis de pouvoir transmettre une intuition artistique en information partageable avec un informaticien. Mais ça peut être très complexe. C'est comme un architecte ne va pas mettre chaque brique lui-même non plus. Il va avoir des gens, des ingénieurs, il va avoir des maçons, il va avoir des charpentiers qui vont venir corriger souvent ce que l'architecte a pensé parce qu'ils sont sur le terrain. Puis ça, il y a un sociologue important qui s'appelle, j'ai un blanc de mémoire, il a écrit sur l'artisanat, il dit « Si vous saviez le nombre d'artisans qui réparent les problèmes d'architectes, peut-être vous comprendriez que ces gens-là sont importants parce qu'ils voient des choses en les faisant qui n'ont pas de bon sens, puis ils réparent sans le dire, puis finalement ça marche. »